Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, je vous propose une analyse au coup par coup d'un match que j'ai joué il y a un moment, il y a plus d'1 an à Venise, contre Jürgen Grandstedt. Alors, Jürgen Grandstedt, un genre de légende qui a été 3 fois champion du monde, très très fort joueur, très intéressant à regarder, avec un style très agressif. Donc c'est un match qui a été joué avec l'équipe de France, donc j'étais au 2e board contre l'équipe suédoise, donc, puisque Jürgen est suédois. Voilà. Alors, je choisis ce match pour plusieurs raisons, mais il y a pas mal de choses intéressantes et ça va aller assez crescendo. La première partie est relativement simple et puis on va aller dans la complexité de plus en plus jusqu'à la dernière partie qui est vraiment très intéressante. Voilà. Allez, sans plus tarder, on y va. Je vais passer rapidement sur les coups faciles et puis je vais m'arrêter à chaque fois que c'est intéressant. Alors, Jürgen est ouvert par 6-2, c'est simple. 6-3, on frappe. Le 3, il faut le jouer de l'arrière. Hein. En gros, chaque fois que vous frappez du 6, il faut splitter de l'arrière. 5 As. Il joue le 5 au point 20 et il avance, un peu par manque d'alternative. S'il avance au 10, il se met en frappe directe. Mauvaise idée. 5 As, je couvre. 5-4. Il peut couvrir son point 11. Double As, je fais le point 5. Les deux autres sont relativement peu importants, il y a plein d'options. 5-4, il m'attaque. Frappe au point 4. 3-2, je réponds en refrappant. Et il joue 4-2. 4-2, bon, c'est assez clair, hein, il faut absolument qu'il ancre, bien sûr. C'est un très très bon tirage. Ensuite, je tire 5-1. Bon, je m'arrête pas trop là-dessus. Il y a plusieurs coups possibles, mais c'est un bon coup de sortir. 2 et As, bien sûr, il va frapper. 4 et As, je fais moi-même mon ancre. 6-2, je choisis de faire le point 11. Discute. 5 As, 6-4. Il décide de rien laisser. 4 As, je joue derrière. 6 As, il fait le point 5. Double 6. C'est magnifique. Donc double 6, je vais au point 9. Faisant la prime de 5 et rentrant dans une course supérieure. Alors, il tire 6-1 et il le joue de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, vous avez 12 points d'avance à la course. 3 atterrissages pour votre point 13. C'est la dernière chose à libérer. Il a un board dévalorisé. Voilà ce qui se passe. Vous doublez. C'est un double assez facile à ne pas manquer quand même. À ne pas manquer. Le tech n'est pas moins simple. Il a que 12 points de retard sur 110, c'est donc même pas 12%. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on a 6-1. Alors, 6-1, j'ai décidé de quitter le point 13 pour garder ma prime de 5. Et c'est une erreur. Erreur importante de ma part. Je me suis dit qu'il fallait libérer le point tout de suite, profitant de l'affaiblissement du board adverse, etc. etc. Mais c'est une grosse erreur. Une grosse erreur que je ne referai plus aujourd'hui, je pense. J'ai pas mal travaillé ce genre de position. En fait, on a tout simplement beaucoup de temps pour libérer le point 13. On peut se permettre de casser le 9. Et tout. Bon. Il m'a raté, évidemment. Et après, il s'est pas passé grand-chose dans cette partie. Je l'ai fait en accéléré. Il a fait son board. J'ai sorti mes pions. Dernier moment un peu intéressant. Ici. Certains d'entre vous sont tentés par le pick and pass. Il faut pas. Il faudrait dans des positions où on aura un peu de gammon, où on serait susceptible de perdre la course, un des deux. Mais là, il n'y a ni l'un ni l'autre. On a un gammon très très faible quoi qu'il arrive, et on va pas perdre la course. Même s'il tire double 6, il faut qu'il en tire 2 ou 3 d'affilée. Bon. On sort les pions.
comme je l'ai fait, il peut rien nous arriver. On a le 6-2 au prochain coup, c'est tout. Par contre, si fautivement on fait le pick and pass, hop là, eh bien, on a le 6-2, mais aussi double 6, double 5, double 4 qui laisse une frappe. Sans parler du fait qu'on est impair, donc si on tire par exemple 6-5, on libère ça, et le prochain coup on aura de niveau 6-5, 6-4, etc., etc. Voilà, donc c'est très important de garder la bonne structure, sortir de pion, et pas prendre de risques inconsidérés en frappant pour aucune compensation. Hein. Voilà, après il n'y a absolument rien à voir dans cette partie. J'ai gagné 100 coups fait rire, et passons à la partie 2. Partie 2. 4 et As. Il n'y a pas trop d'alternatives quand on mène le match. Double 5, évidemment, il m'attaque et il fait le point 3, c'est quasiment toujours le coup. Hein. Ça va à certains scores alambiqués. 5 et 4, je rentre et je fais le point 9. 5 et 3, il m'attaque, fidèle à son style. Il y avait des alternatives, hein. On pouvait faire le 8 et 24-21, mais Jürgen Grandstedt est un joueur d'attaque. Quand il peut attaquer, il attaque. Quand il peut attaquer dans des conditions raisonnables, hein. Ne me faites pas dire qu'il attaque tout le temps. 4 et 6, évidemment, je refrappe. 6 et 3, il rentre et il joue au point 18. Et nous arrivons à une position intéressante avec 6 et 4. Alors, j'aurais pu en faire une blunder de la semaine de celle-là. C'est assez intéressant. Naturellement, on a envie de frapper, toujours envie de frapper, et on a envie de faire la porte. Alors, mais si on fait la porte, on n'a pas d'autre 6 que de frapper. Si on fait le 6 en premier, on peut faire la porte ou faire la double frappe. Donc, voici les deux coups en présence. On peut frapper faire la porte, c'est la position résultante, ou frapper les deux. Voici la position résultante. Bon. Je pense qu'un grand nombre de joueurs seraient tentés par le raisonnement suivant. On fait une porte, ça peut être que bien, et surtout, c'est très grave de laisser 3 blots, pardon. Voilà. C'est un raisonnement complètement abstrait. Cette notion de blot que vous laissez traîner, vous pouvez l'oublier, ça c'est valide dans très très peu de positions. Concrètement, si on compte le nombre de jets en retour, je vous laisse faire l'exercice, on a quasiment 2 fois plus ici, tous les 6, tous les 4, 5-2, double 2, je sais pas quoi, ici, que dans cette position, où il n'y a que les 3. Double As, double 2. Double 5. Bon. Ça, c'est déjà une première chose. Et en plus, quand vous frappez les 2 pions, au prochain coup, il ne fera pas le point 5, sauf à tirer double As. Il ne fera pas le point 5 ou double 4. Et il ne va pas ancrer non plus, ce qu'il pouvait faire dans celle-ci. Voilà. Donc 6-4, c'est la double frappe. Donc j'ai correctement joué. Et c'est thématique hein, dans ce genre de... Dans les ouvertures en général, quand il y a un blot qui traîne souvent. Et la double frappe, avec laissant un blot dans le board, laisse souvent moins de G que les combinaisons indirectes. Mais ça, il n'y a pas de secret, il faut compter. Hein. Si vous ne les comptez pas, vous ne pouvez pas deviner. Hein. Ok, 6-4, bien joué de ma part. Il a répondu double As comme pour me punir. Il m'a frappé. J'ai refrappé au point 20, facile. 4-2, il attaque. 5 toits, j'ancre et je frappe au 3. Alors, trouvable facilement par manque d'alternative. Hein. Le raisonnement principal au backgammon, c'est le raisonnement par élimination. Il n'y a pas d'autre 3. Double 5, il me frappe de la barre. 1, 2, 3. Et il joue un 5 où il peut. Gala. 6-5, ça commence à sentir mauvais. 2 As. Je rentre et je limite le nombre de frappes.
il frappe mon blot, et il avance, j'ancre, et je joue le 6, où je peux, c'est-à-dire en frappant. Il frappe de nouveau mon pion, je rentre et je frappe, tout ça c'est trivial, et arrive une position intéressante. Votre adversaire double. Alors évidemment, vous avez la réponse, j'ai pas réussi à tout masquer, j'ai masqué l'essentiel, mais... Enfin la réponse, en tout cas vous avez ce que j'ai joué. Bon. Est-ce que vous êtes tenté de passer cette position? Si c'est le cas, il faut revoir vos fondamentaux. Il faut revoir vos fondamentaux. Le backgame 5-2 est un des plus forts qui existe. Hein. Il est très sous-estimé, mais c'est un des meilleurs backgames en réalité. C'est un des meilleurs backgames, particulièrement où on a une encre avancée. C'est bien meilleur que 5 et 3. C'est incomparablement meilleur que 5 et As, qui est un très mauvais backgame, qu'on peut à peine appeler un backgame d'ailleurs. Voilà, la pression combinée des points 5 et des portes 20 et 23, on va appeler ça, des points 5 et 2, sur le point 8, est très très forte. En plus, c'est un backgame qui est très facile à timer. Il n'y a pas besoin d'autant de timing que les backgames profonds. Souvent, les backgames avancés ont besoin de moins de timing que les backgames profonds, pour plein de raisons. Voilà, donc il faut surtout pas passer cette position, c'est même pas un double. Hein. C'est un bluff de la part de Grandstedt qui... savait-il que c'était un bluff ou je ne sais pas. Soit c'est une erreur, soit il a pensé que j'étais un joueur moins fort que lui et qu'il pouvait me bluffer puisque on se connaissait pas particulièrement et puis il a toutes les raisons de penser qu'il est meilleur, un triple champion du monde. Voilà. Donc il a tiré 4 et 3. Enfin, j'ai pris le vidéo bien sûr, hein, pas de bêtises. J'ai pris 4 et 3. Il a joué 4 et 3. Il a frappé. Gala, il a refrappé. Voilà. Je fais 6-2. Alors juste pour vous donner une information que j'ai masquée habilement, là dans cette position, après avoir tiré 6-2, les blancs ont quasiment 40% de chance de gain. Hein. C'est un très très fort game, je me répète. Voilà. C'est lié au fait que les noirs aient fait le point As et leur pion mal disposé, alors que nous on a un très bon timing. 6-4 a été joué. Donc 6-4 de cette manière-là, pardon, je vais remettre les flèches. Un nouveau gala. 5 et 4. Il fait la prime. Alors on est assez malheureux de sortir sur le point 2, bien sûr. Hein, on aimerait bien faire circuler nos pions. Le moindre 3 va être joué là. On l'anticipe. Hein. Même si ça fait une porte, même si ça frappe 3 pions à la fois, on jouera le 3 du 23 au 20. On l'anticipe. Bon, le 6, on n'a pas le choix. On le met sur le meilleur point possible, c'est-à-dire pas le 2. Double 5. 5 et 3. On fait la porte et le 3 comme annoncé, on joue là. Au double 5, c'était un jet très très malchanceux de sa part. J'ai passé rapidement, mais évidemment, il n'est pas content d'avoir 3 pions sur le point 3. 5-3, donc je fais mon truc. 6-5, il s'enfuit. 3-2, très important de faire le 3 là. Et le 2, alors, on le met sur... on fait une demi-porte. On le met sur un point utile. Il faut mettre les pions où ça va. Jouer pur, comme on disait autrefois. 5-2, il se planque. Et là, on a une décision. Faut-il frapper? C'est des décisions récurrentes dans le backgame. On a toujours cette hésitation entre frapper tout de suite parce que peut-être qu'on n'aura pas d'autre frappe, ou attendre d'avoir une structure. Là, il est clair qu'on n'est pas prêt à recevoir idéalement le pion. Voilà. Et c'est toujours des décisions compliquées. Voilà. Alors là, j'ai commis une erreur. Je ne sais pas si je la commettrai encore aujourd'hui. C'est pas impossible parce que c'est des positions vraiment, vraiment têtues. Mais bon, j'ai un peu travaillé depuis. J'ai même pensé que j'ai progressé. Mais bon, c'est jamais une évidence. Alors, il faut pas frapper contre. Il faut frapper, pardon. Et moi, je n'ai pas frappé. Alors pourquoi? Pourquoi? En général, on retarde la frappe avec des backgames profonds qui, d'une part, sont primés et menacent de manquer de timing si on frappe, ce qui n'est pas le cas là. Si je frappe, j'aurai encore un très bon timing parce que il a 125 points d'avance, donc bon. Mettons même que j'en enlève une trentaine, il me reste encore largement de quoi faire. Et aussi, comme j'aime backgame avancé, je vais plus avoir autant de frappes que si j'étais en As-2, 2-3, As-3, ce genre de choses. C'est assez important de
de comprendre en fait que le jeu du backgame 5-2 est quand même largement dans le bear-in et pas dans le bear-off. Il y a un peu de peps dans le bear-off et un petit peu de pression sur le point 7. Mais bon, on aime bien quand le type a encore le point 8, qui est le point difficile à libérer. Voilà, et si possible d'autres trucs à l'extérieur. Donc grosse erreur de ma part, je n'ai pas frappé. J'ai fait la structure, c'est moins 160. Voilà, je vous l'annonce officiellement. Alors, il m'a raté. J'ai tiré 5 et As. J'ai fait le point, ce qui est tout à fait normal. Il a tiré double 4. Sortant ses pions, j'ai fait la porte. Il a sorti ses pions. Je me suis étalé, me préparant à la réception. C'est très important là, vous n'allez pas sauver le gammon, hein. Sans frapper, je veux dire. Donc c'est très important de préparer la réception. Qu'est-ce qui va se passer si vous frappez un pion? Eh ben, il ne faut pas qu'il s'échappe quand vous l'aurez frappé. Donc vous anticipez déjà sur ce scénario qui est le seul favorable en fait. 5-As, il sort. 5-4. Voilà, oui, il y a eu un coup illégal. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai joué un coup tout à fait normal. J'ai joué, je crois, 17-13, 15-10. Et mon adversaire, valeureux, m'a dit non, le pion était au point 18. Alors j'ai dit ah oui, c'est vrai, désolé. Bon, ça change pas grand-chose. Donc, coup illégal sans grande incidence. 6-2. Il a joué le seul coup qui laisse pas double frappe. Double 3, bon, je sors les deux pions parce qu'on sait jamais, on peut être backgammon. J'en mets un au point 7 pour préparer ma prime. Et ensuite, je crois qu'il m'a écrasé sans contrepartie et j'ai sauvé le backgammon. Voilà pour cette deuxième partie. Alors, nous sommes menés 4-2. Donc dans ce match en 9, hein, donc c'est moins 5, moins 7. Et nous ouvrons par 4-2. On rentre dans le vif du sujet, c'est la troisième partie, il y en a 6. Je vous spoil un peu. 4-2, je fais le point, 4-2, je fais le point, double 2. Alors la petite erreur de ma part, là il faut faire le point 20. En fait, de manière générale, quand votre adversaire a fait des portes intérieures, vous pouvez rien faire de mieux que d'ancrer devant cette porte, qui désactive largement son potentiel. On voit qu'il n'y a plus de prime. Le board est dévalorisé par la présence de notre ancre. Voilà, donc erreur de ma part. 5-3, il a descendu 2 pions. 4-2, j'ai fait le point 9. 5-1, il a fait le point 5. 6-5, je suis parti du point 22. Suivant les recommandations données dans le livre de Michi, vous abandonnez le 22, l'encre 3, de cette manière-là. Il se trouve que c'est une erreur dans cette position, une petite erreur. L'ordinateur recommande de faire le point 3, parce qu'il laisse plein de trucs traîner. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas trop mal à jouer la prime contre ce truc-là. On a quand même plein de constructeurs. Alors, on laisse beaucoup de frappes, c'est un peu impressionnant, mais apparemment, c'était le coup. Bon, moi, j'ai joué le coup thématique d'aller au point 11 en étant en avance à la course avec une bonne structure. Bon, je regrette qu'à moitié. Double As, il a washé. Double 2. Alors double 2, je voulais pas vous montrer la réponse, je l'avais vu en un éclair, mais bon, c'est pas grave. Double 2, il y a plusieurs coups. Donc on rentre au 23, c'est forcé. On fait le point 7. C'est assez logique. Et le problème, c'est les derniers deux. Hein. Mais le truc est assez simple. Si vous laissez votre pion sur cette case, il va avoir beaucoup de mal à circuler par la suite. Et comme vous êtes en avance à la course, vous n'avez aucun intérêt à rester derrière. Donc il est important d'aller au point 21, même si vous avez peur de vous faire attaquer. Il n'y a pas tant de matériel que ça pour être attaqué. Voilà. Donc double 2, j'ai correctement joué en allant au point 21. 3-2, il frappe. As 6.
Là, c'est forcé. Le 6, il n'y en a pas 36. 5 et 4, il ferme le point. 3 et 2, je m'échappe. 6 et 2. Alors, on commence à réfléchir au double. Mais je manque un peu d'avance à la course. Voilà, il faudrait être en avance pour que cette position soit intéressante à doubler. Nettement en avance même. Enfin, un peu en avance. Ok, j'ai tiré 4 et 2 qui est dans le joker. Évidemment, je fais le point 9. 6 As couvre. Et là, par contre, après qu'il est couvert, on s'interroge de nouveau sur le double. Alors, je suis toujours pas en avance. Cependant, j'ai une prime qui est très forte. Et moi, j'ai un dicton qui dit que le point 3 est toujours mauvais. Le point 3 est toujours mauvais. C'est une des plus mauvaises angles parce qu'elle n'est pas assez profonde pour bien contrôler et pas assez avancée pour gagner des courses ou pour contrôler l'extérieur. Et en fait, la course est moins importante avec le point 3 que dans les autres jeux d'encre. Pour la bonne et simple raison que c'est très difficile de transformer ça en course. C'est-à-dire que là, on voit pas du tout comment les Noirs vont sortir. Ils peuvent sortir avec 2 et 5 ou 2 et 6. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et de surcroît, même quand je vais enlever le point 6, enfin je veux dire le point 9, le point qui est à 6 de l'encre, eh bien, vraisemblablement, j'aurai une position avec une prime de 5, ou une prime de 4, mais potentiellement une prime de 5, avec plein d'attaquants prêts à frapper au point 3. En plus, il se pourrait que d'ici là, il se soit écrasé. Donc, quand il va réussir à passer en course, si jamais il réussit, ça sera dans des mauvaises conditions. Très probablement. C'est la raison pour laquelle on peut se permettre de doubler ça alors qu'on est même en retard à la course. Enfin, course égale, si on veut. On considère que le trait vaut à peu près 4 points. Ce qui est juste. Comme le G moyen est de 8, le trait vaut à peu près 4 points. Une bonne règle à retenir. Donc la course est légèrement favorable. Ok. Double et take, bien sûr, c'est quand même un bon take de la part de Jürgen. Ensuite, je tire 5 et 4. Évidemment, je libère mon point. 2 et As, il court. 4 et 3. Je me plains pas, je fais le point 5. Et après, je crois qu'il n'y a plus grand-chose de passionnant dans cette partie. 5-2, voilà, je libère mes points dans l'ordre. Vous voyez, c'est le genre de position dont je vous parlais tout à l'heure. Même là-dedans, bon, il va partir. Non, il n'a pas le choix, il est même peut-être content de le faire. Mais même ça, on ne part pas dans des très très bonnes conditions. C'est un peu ce qu'il pouvait espérer de... Alors peut-être pas de mieux, parce que je n'étais pas obligé de faire le point 5. Je ne voudrais pas exagérer le concept, mais même dans celle-là, il part, bon... j'ai quand même beaucoup de chance de lui mener la vie dure. 3 et 1. Et y compris de faire une prime de 6. Sait-on jamais. Là, alors évidemment, j'attaque. Là, on frappe. Ouais, si vous ne connaissez pas ce thème, c'est un thème essentiel. Vous frappez. Et après, vous allez faire 2 millions de galas pendant que votre adversaire casse son board. Et avec un peu de chance, vous attrapez un deuxième pion et vous faites gammon. On sait jamais. On sait jamais. Et là, on espère être frappé, en fait. On espère être frappé. Voilà, il n'y a pas énormément de gammon, mais il y en a un petit peu. Et en plus, on fait casser le bord de l'adversaire. On gagne du temps. Tout ça, c'est bien. Frappe à l'as, gala, double 4. Et je frappe. Magnifique, ça. Il tire un bon jet de As. Il ancre, évidemment, au point 2. Alors, on tire 5-2. Bon. C'est facile, on joue de l'arrière, évidemment. Pas du tout. Il faut être aux aguets à ce jeu. C'est un jeu où il faut surtout pas jouer de manière routinière. Si vous jouez de manière routinière et que vous êtes très fort, vous allez avoir bon 90% du temps. Mais ça suffit pas 90%. Alors, on a envie de faire gammon quand même. Il a pas de board, etc., etc.
eh bien on va le piéger. Pour l'instant, il ne peut pas jouer de mauvais coups, mais imaginez qu'on enlève une partie de notre prime, obtenant cette position. Hop, il peut faire un 6. C'est le trapping game, comme on dit. Tout est en anglais dans le vocabulaire. Donc le jeu de piège, hein, on l'attire dehors, mais c'est pas comme s'il pouvait ne pas tomber dans le piège. Hein. S'il tire un 6, s'il tire un 6, il n'aura pas le choix. Et il a un board de 3, donc il est pas favori pour gagner la bataille de frappe qui s'en suivra. Et on pourra fondre sur celui-ci avec tous nos attaquants, 4 attaquants, et attraper le pion qui s'échappe avec nos deux checkers. Notez que ce pion est idéalement placé à distance de double 6. C'est la meilleure position possible. Et les pions sont diversifiés. Donc c'est vraiment une situation idéale. C'est vraiment un coup pour un joueur expérimenté qui est assez trivial en fait. Parce qu'on fait ça dans vraiment de très très bonnes conditions. On peut se permettre de faire ça dans des conditions 1000 fois pires. Voilà. Là, ça serait une très grosse erreur de pas jouer comme ça. Ok. Donc j'ai correctement joué le coup. Ok, 5-4. Très bien, contrôle. 3-1, 5-2. On espère qu'il fasse un 6, mais il le fait jamais, c'est triché. 5-2. On reste toujours loin, hein, on espère qu'il fasse ce 6. Mais il le fait jamais. Et puis il s'enfile par double 6. Hein, on gagne pas 3 championnats du monde sans faire des double 6 dans ce genre de position. Bon. 4-2. Voilà, et après, il y a pas grand-chose à voir. Hein. Il y a des petits détails techniques que je vous épargne. Si, je dis des bêtises. Il y a des choses à voir parce qu'il a bien rattrapé la course, en fait. Et là, on a une question de vidéo, en fait, dans cette position avec les noirs. Jürgen a réfléchi très longtemps et a décidé de ne pas doubler. Ce qui est correct. Il a joué 6-4. Je dirais 4-3. Et là, de manière étonnante, il a enchaîné assez rapidement, ce qui est une erreur de sa part. Et alors là, il n'y a pas de secret. Hein. Où il y a un secret, plus exactement, qui s'appelle le PC. Et si le PC combiné à la gestion du score, éventuellement, si vous voulez. Mais bon, si vous n'avez pas travaillé le PC, vous pouvez pas résoudre ce genre de position. Il n'y a pas d'intuition qui tienne. Hein. D'ailleurs, même un joueur aussi expérimenté que Jürgen après la mauvaise décision, puisque c'était un double passe, cette position. Hein. Je dis bien un double passe. Voilà. Qui a été manqué par un adversaire aussi fort que Jürgen. Bon, voilà. Il faut faire le PC. Pas de mystère. Bon. Mais moi, je voudrais pas me vanter, mais j'avais travaillé le PC avant d'aller au championnat du monde par équipe. Pas que le PC, hein, mais c'est notamment un point que j'avais bien travaillé. Et je savais que c'était un double très fort dans cette position. Je savais pas que si c'était un take ou pas. Mais voilà, le travail, ça permet de résoudre des trucs quand même. Alors, double 3. J'ai aucun doute sur le fait que Jürgen connaisse le PC, hein, mais il n'avait pas en tête. Il a fait une erreur de calcul. Il a pensé que le score jouait en sa défaveur. Je ne sais pas. Bon. Double 3. Etc. Et voilà. Comment vous croyez qu'on devient grand maître ? C'est comme pour être 3 fois champion du monde. Il faut tirer des double 6 au bon moment. Double 6 et voilà. Et double 4 pour ne rien gâcher. Et nous sommes 4 partout face à Jürgen Grandstedt, -5. Alors, on ouvre par 6 et 1. 4 et 1. 6 et 1. Rien que de très banal. 5 et 2, il fait le point. 4 et As, la double frappe. Je pense que ça surprendra personne. Hein. On a un tas de pions sur le point 6. Il faut attaquer. 4 et As, il refrappe. 2 et 4. Bon, il n'y a pas trop d'autres 4 que d'aller au point 20. 5 et 2. Alors, un coup intéressant. Je suis sûr que pas mal de joueurs auraient joué 21-14. Mais d'une part, on a quelques indirects avec à partir du point 20. Et surtout, on a envie de garder la connectivité entre les deux pions. Hein.
C'est-à-dire que les deux pions se protègent mutuellement. En plus, en s'avançant, étonnamment, il duplique le 4. Et il duplique aussi le 3. Donc j'ai besoin d'ancrer et j'ai besoin pour attaquer. Voilà, donc c'est un très bon coup joué par Jürgen. Double 2. Évidemment, c'est pas parce qu'il joue un bon coup que je vais pas le frapper. Double 2, je frappe et je fais la porte. 3 et As, il ancre et il frappe. 4 et 3, je fais la prime contre le point 3, on dirait un peu la partie précédente. 3 et 2, et très très intelligemment, il se défait du point 22. Le point 3 est toujours mauvais. Il aurait pu descendre le pion, mais c'est un joueur très expérimenté. Il sait que le point 3, ça vaut rien dans cette position. Et j'ai pas particulièrement de matériel pour l'attaquer, puisque pour l'attaquer, je dois casser ma prime. Alors, comptez pas le nombre de pions. Tous les trucs, genre 8 pions dans la zone, 10 pions dans la zone, 17 pions dans la zone, vous oubliez, ça veut rien dire. Là, ce qui est important, c'est qu'il a un très fort board. Et il va casser et laisser des return shots quand il attaque au point 5. C'est très concret. C'est pas des trucs abstraits de X pions dans la zone. Ok. 3 et 2, très bien joué. 5 et As, j'ancre et je descends mon pion du point 8. Double 5. Alors double 5, c'est à la fois bon et pas bon. Il perd du timing, mais bon, il est quand même content de s'enfuir. Il aurait préféré un 2, largement. Et je tire 3 et As. Alors 3 et As, c'est évidemment pas un très bon coup. J'aimerais bien sortir avec mon pion. Bon, comme j'aimerais bien sortir avec mon pion, je joue l'As là-haut. Ça, c'est facile. Une fois qu'on a joué l'As là-haut, le coup, on va dire le coup naturel, sans réfléchir, c'est de mettre au point 4. Pas laisser de pion en prise. Bon. Mais d'abord, c'est pas joli du tout. Je vois pas comment on va faire le point 5 dans cette position. Et accessoirement, s'il fait un 2, on a quasiment perdu, en fait. Enfin, s'il fait un 2, on va devoir l'attaquer sauvagement, sauf s'il fait 2-5, 2-6, on a perdu. Alors, probablement, il peut pas doubler tout de suite, mais dès qu'il aura fait un 2, il aura un très fort double contre mon point 3. Et donc, une fois qu'on a vu qu'un 2 était très fort, quoi qu'il arrive, on trouve le coup, à savoir mettre dans le trou. On met dans le trou. Et si on est raté, eh bien, on a les deux pour fermer. Voire, on peut parfois fermer avec d'autres tirages, ou combiner sur le point 3. Mais surtout, on a une meilleure disposition. Et si on est frappé, écoutez, de toute façon, le 2 était pas bon pour nous, et on avait déjà 20 points de retard à la course. Alors, voilà. En plus, on aura au moins un spare d'attaque, et non pas un pion sur le point 4, qui sert à rien. Ok. 3-1, donc j'ai joué le bon coup. 6-3. Et là, de nouveau un coup difficile, 5-4. Alors, 5-4, évidemment, on a envie de fermer le point. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, de nouveau, on pense à fermer le point et à aller au point 4. Bon. Mais là, on se rend compte que s'il fait un 6, il a gagné. Et s'il fait pas de 6, il n'a pas perdu parce qu'il a quand même une très forte prime, mais il n'est pas du tout dit qu'on ait les bons tirages pour attaquer le prochain coup. Donc c'est pas très satisfaisant. Est-ce qu'on peut trouver mieux? Alors, on pense au coup d'attaque, c'est-à-dire 5 et 4. On ferme et on frappe, obtenant cette position. Bon. Et évidemment, s'il fait le 3, on n'est pas content. Mais par contre, s'il fait pas le 3, eh bien, on aura une meilleure prime, on peut rouler notre prime, ça a déjà plus d'avenir que la position qu'on avait vue avec le 9-5-9-4. Et si le 3 est très fort, il n'est pas aussi gagnant que le 6 dans cette position. Voilà. Bon, ça c'est ce que j'ai joué. Et c'est un coup nettement meilleur que le 9-5-9-4. Mais il y a un troisième coup encore meilleur.
Et là encore, je pense qu'aujourd'hui, je trouverai le bon coup. Toujours facile à dire. Hein. C'est toujours facile à dire. En fait, on couvre, mais pourquoi au fond? Parce qu'on couvre et on finit par laisser une frappe. On a dit que c'était le meilleur. Très bien. Mais alors pourquoi ne pas laisser la frappe ici? Et résoudre un autre de nos problèmes qui est d'échapper ces pions. Parce que mine de rien, vous êtes face à une prime de 4. Les joueurs d'expérience savent qu'on perdra régulièrement ce genre de position parce qu'on tire ni 6 ni 4 pendant un moment. Hein, ou alors qu'on est obligé de les utiliser ailleurs. Hein, comme ce que je fais là avec le 4. Et donc le coup était 22-13. 22-13. On laisse un as, mais bon, c'est pas dramatique. On laisse le 2. Mais tout ça, c'est moins grave que le 3 à l'intérieur. Et on se laisse toujours la possibilité de refermer ce point, de faire la prime de 6. Et on a résolu un des problèmes de la position qui était les 3 pions sur le point 22. Voilà, on conserve tous nos avantages. Et si on n'est pas frappé, eh bien, on a de très très bonnes chances de faire la prime de 6 dans les prochains coups et de gagner la partie sur le champ. Voilà, donc erreur de ma part qui est joué 9-5, 9-3. Voilà. Le bon coup est assez élégant en plus, je trouve. C'est souvent le cas. L'esthétique est bonne conseillère. Ok, alors il a fait gala, évidemment. Tout prévu. 5-3. Bon, on commence à être bien, mais on est loin d'être assez bien pour envoyer le vidéo. Hein. Il faut être clair. On a beaucoup de problèmes à résoudre. On est en retard à la course, il a une prime de 4, 3 pions derrière. Il ne faut pas surestimer sa position. Peut-être un score où il serait très en avance, on hésiterait, mais à -5, -5, c'est vraiment léger. Voilà. 5-3, un bon tirage, on ferme le point. Gala. De nouveau une petite réflexion. Là, ça commence à s'envisager. J'ai estimé correctement que j'étais un peu light. J'aimerais bien sortir un pion, faire au moins un 6 ou un 4 avant d'envoyer. Parce que des fois, on n'en fait jamais. Hein. Voilà. Le take est vraiment trivial de son côté. Il n'y a pas de dimension de bluff contre un bon joueur, en tout cas. Peut-être contre un joueur un peu fébrile, on peut envisager. Mais voilà, on avance à la course avec une prime de 4 contre 3 pions. Enfin, il n'y a aucune chance qu'il passe cette position. Double as, alors j'ai fait ce que j'ai pu. As-3, il est rentré. Double 3, alors double 3, ça a l'air joli, mais en fait, on n'est pas très content, on casse notre prime. Hein. On aimerait bien plutôt faire un 6 ou un 4. Un gala. Et je tire 5-3. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Vous êtes Tristan Remy ou n'importe quel joueur de backgammon. Vous dites, mais quelle malchance incroyable! Quelle malchance incroyable! Et vous oubliez que 4 coups plus tôt, vous n'avez pas sorti le pion du point 22. Et alors bon, c'était pas une conséquence obligatoire, hein, mais il y a quand même une bonne raison de se flageller là-dessus. C'est parce qu'on a oublié un détail stratégique qu'on crache notre board là, hein, clairement. Ok. Mon adversaire, voyant ma mine effondrée, s'empresse de doubler. Bon. C'est un double audacieux. C'est pas loin d'être un double d'après l'ordi. Mais bon. Ok, le take est vraiment trivial. Hein. Y a pas de... On a 12 points d'avance à la course. Alors ok, notre board est un peu dévalorisé, mais c'est quand même un board de 4 qui a un potentiel de board de 5. On a une encre, il y a très très peu de gammon contre nous. Les 6 et les 4 sortent, enfin bon. On passe pas. Voilà, il n'y a pas moyen qu'on passe. Gala, pas gala, 3. Je dis gala, je veux dire je sors pas. Gala de sa part. Je sors toujours pas. Alors il y a plusieurs manières de s'écraser. Il faudrait résister à la manière irréfléchie, c'est-à-dire celle-là. Parce que si on fait la manière irréfléchie, vous voyez qu'on a plus de spares et on va pas tenir nos points élevés. Et c'est difficile de couvrir ça au prochain coup. Alors qu'en jouant le coup que j'ai joué, c'est-à-dire 3 et 2, tout sur le point 2, comme ceci. En jouant le coup que j'ai joué, c'est plus facile d'enlever le bloc du 4, si on n'est pas frappé. Et surtout le point 2, on va le garder. Hein. Alors que bon, les points 5 et 4, bon, souvent on va pas les garder.
Voilà. Donc c'est des détails tout ça, mais ça vaut assez cher quand même, hein, si on fait l'erreur. Et c'est des détails importants. 4 et 3. Hop. Oui, il y a un petit sous-détail, c'est qu'on pouvait pas casser ce point, le point 5 avec un 4, puisque les 4 sortent. Donc le 3 était et 5 font gala. Donc le 3 était le chiffre le plus élevé. En fait, n'importe quel coup... n'importe quel coup. Il y a beaucoup de coups qui éclairent ça. Et il n'y a pas de 4 qui... Vous voyez, s'il y avait eu le point 7 adverse, le point 18, on aurait pu avoir perdu 4. Mais là on n'a pas perdu 4. Bon. Peu importe. 4 et 3, donc c'est assez trivial. Hein, je le sortirai machin. 5 et As-Gala. 5 et 2, je cours. 4 et 6, il rentre et il ferme la porte. C'est bien joué. 5 et 3, j'ai pas le choix. Double 2, il ferme la prime. C'est un thème de c'est un thème de cet épisode. Je l'avais pas prévu, mais la prime de 6 contre le point 3, enfin la prime de 6 trous, ouais, contre le point 3. 5 2, 4 As, 4 As, bon, tout ça c'est du détail. Alors ouais. Alors Jürgen a voulu faire le même plan que moi dans la partie précédente, c'est-à-dire le piège, il le fait dans de bien moins bonnes conditions, mais il pense que c'est quand même correct. Et donc, il me laisse la frappe en 6 pour essayer de m'attraper, de faire gammon. Alors, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé dans cette position parce qu'il n'y a aucune garantie si je fais 6 qui chope mes pions. Il est pas très bien placé. Et bon, le coup standard cachant au 6 était meilleur. Était meilleur. Par contre, il y avait un coup piège qui était plus efficace et qui a été manqué par Jürgen, c'est 8-2, 8-4. Alors c'est tout aussi piégeux que l'autre, puisque les 5 sont forcés. Si je tire un 5 ou un 4-6, je suis obligé de partir. Et il a une bonne disposition pour réceptionner mes pions. En plus, c'est mieux que ce pion soit au 16 qu'au 10, hein, puisque il pourra attraper un truc sur 4-6, sur 5-3 ou je ne sais quoi. Il pourra attraper le pion qui tente de s'enfuir. Et il conserve ses attaquants sans laisser de pion en prise. Donc c'était bien meilleur, ça a été manqué par mon adversaire. C'est pas un coup facile, mais c'est le genre de coup, quand on vous le montre, en fait, vous comprenez que c'est bon. Parce qu'en fait, il n'y a que de bonnes raisons logiques de jouer ça. Une fois qu'on connaît ce thème du piège, de l'appât. 3-2, forcé, 4-2. Alors 4-2, il laisse le pion en prise. Alors mon board a été dévalorisé entre temps. Il laisse le pion en prise et c'est un très bon coup joué par mon adversaire. Alors tout caché, je pense que ça aurait été le jeu de pas mal de joueurs. Tout caché est une erreur à moins 113. Moins 0,113. Voilà. Donc voilà, c'est l'équivalent de... C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Donc très très bien joué par Jürgen qui essaye encore une fois de m'attirer en 6. Et notez qu'il est moins mal disposé, enfin il est mieux disposé pour se faire que dans la position précédente. C'est-à-dire que là il a beaucoup d'attaquants, le 5-3-2-1 vont refrapper au point 3. Et il y a ce pion qui traîne, donc avec un 3, si j'ai pas le temps de planquer, si je tire pas 6-1 ou 6-2, il aura de quoi me frapper ici. Ok. Reprenons. Donc je frappe et je planque. Je suis très entraîné. 5-3, il refrappe bien sûr. Et à 6, je suis miraculé. Doublement. Et voilà, il gagne cette partie sans difficulté. Passons à la partie numéro 5. Partie numéro 5. Donc, à l'heure où je vous parle, Ding Liren est en bonne posture contre Nepomniachtchi. C'est pas le sujet du jeu. Enfin, de la vidéo en tout cas. Alors, 6 et 3. Je frappe. 5 et As, il rentre. Oui, petit détail, il faut pas se cacher. On est en retard à la course. Garde le contact. Et on espère ancrer. C'est thématique. Bien joué. Double 3. Bon, ça a beau être bien joué. Je lui fais le point sur tête. Double 3. 4-2.
Alors là, on a une question de vidéo après 4-2. Hein. Qu'est-ce qui est important? Alors pour moi, le principal critère, c'est le score. Nous sommes menés -3, -5. Hein. -5, -3 si vous voulez. Donc 6-4, match en 9. Ça nous incite à être agressif. Le score est un critère très important. Moi, je vous invite au début de chaque partie, avant même de jeter les dés si vous pouvez, à vous dire le score c'est temps à temps, enfin moins de temps à moins de temps, score normalisé c'est plus pratique. Voilà ce que je sais sur ce score, il faut que je m'attende à tel truc. Voilà. Après les ajustements, ils sont difficiles, il faut pas les exagérer, enfin tout ça. Mais là bon, on a quand même pas mal d'attaques, on a 22 points d'avance à la course, on a quelques jokers, tout est favorable pour nous dans cette position, sans que rien soit extrêmement favorable, hein, mais on a un peu mieux à la prime, un peu mieux pour l'unblitz, on avance net à la course. Voilà, bon, c'est un take assez trivial, mais c'est quand même un bon double, et le manquer aurait été une grosse erreur. Donc bien doublé de ma part. Alors je tire 5 et 4, on s'enfuit, évidemment, hein, on avance à la course. Il n'est pas question d'exagérer, voilà un ajustement qui serait exagéré. Je suis en retard, donc je dois faire ça. C'est très exagéré. C'est pas du tout l'idée de la position. On a quasiment pas de légitimité à faire un blitz. Je veux dire, on n'a pas les arguments du tout. Hein. On fait une pauvre porte, il peut rentrer comme il veut, ancré, on a des pions qui traînent partout pour rien. Alors qu'avec le bon coup, en étant en avance à la course, on connaît notre plan, c'est la course. On peut éventuellement, selon ce qui se passe, transformer ça en prime ou en blitz, mais le plan principal, ça reste la course avec nos 30 points d'avance. Voilà. Il faut jouer ce que demande la position et pas ce qu'on a envie d'inventer. 6-5, il ancre au point 16. Bien joué. 5-4, je me suis décidé pour la libération du point. C'est pas évident. Il y a une alternative qui est de mettre le pion en prise au point 4, qui est pas mal non plus. L'ordinateur préfère légèrement ça. Mais bon, mon coup a une certaine élégance, donc je l'aime bien quand même. Quand vous laissez 2 pions en prise comme ça devant une porte, ou même un seul pion en prise d'ailleurs, c'est très intéressant parce que si vous frappe, vous savez que vous avez des return shots, quel que soit le tirage. Bon, à part double as et double 2 et ici 2 et as, bon. Mis à part ça, vous avez toujours simple et généralement double frappe. Ok. 5-4, il a tiré double 6. Ok, 6-5, c'est plutôt pas mal, je fais le point 5. Et double 6, 6-3, il s'enfuit, 3-2, je vais pas le manquer. Oui, parce qu'il commençait à être en avance à la course hein, quand il est parti, le méchant. Après c'est double 6. 4 as. Il monte au pied de la prime, on était en avance. Enfin, on était en avance. 2 points de retard après le G. On peut considérer ça comme une course en légère avance. Hein. Le trèfle au 4. Disons que, en tout cas, il a des arguments pour la course. Voilà. Alors qu'en jouant au fond, il a peu de chance. Mais d'un autre côté, il se prémunit contre le gammon en allant au fond. Donc c'est pas un jeu évident du tout. Hein. Les deux étaient très proches. Ok. Double 3. Alors, double 3. Bon, il est clair qu'on va attaquer au point 4. Hein. Et là, il est important de comprendre une chose. On pourrait jouer, on en joue 2 au point 4. Ça, c'est réglé. Et ensuite, alors, une fois qu'on en a joué 2 au point 4, 1, 2. Voilà, je fais les flèches un peu comme Michi. C'est assez sympa. On peut ou faire le point 3, première option, ou refaire la prime. Et le dernier 3, je suppose qu'il n'y a pas trop le choix, il va être ici. Ok ? Alors, donc les 2 coups en présence sont celui-ci, que je viens de montrer, ou celui-là. Bon, dans la pratique, vous jouez les 2 au point 4 et vous réfléchissez à ce qui reste. Alors voici, on peut obtenir cette position avec une prime, position solide, on laisse rien d'immédiat,
ou ceci. Board plus fort, on n'a plus la prime et on laisse As-6, 2-5. Pour être tenté de se dire, mais pourquoi prendre des risques alors qu'on va gagner tranquillement, hein? Deux choses. D'abord, vous avez envie de faire gammon. Hein? Particulièrement à -3, -5. À -5, -3. Le nôtre en premier. -5, -3. Vous avez envie de faire gammon, et pour faire gammon, il faut jouer comme ça. Hein? Faire la porte de plus. Ensuite, si tu as 6 ou 2-5, vous avez le retourne shot au point 24. C'est un chemin pour faire gammon. Hein. Je dis le retourne shot au point 24 et je pourrais parler aussi de 5-3, de 5-4, de 3-3, de 3-4. Hein. Donc il y a pas mal de retourne shot. Et bon, et même si on ne fait pas un retourne shot, on est loin d'avoir perdu dans cette position. Bon. Enfin, vous croyez vraiment que cette position est sécurisante? Vous n'avez rien laissé d'immédiat, c'est vrai. Mais vous allez tirer 6-1 au prochain coup. Beaucoup de 6. 6-2. Des trucs comme 6-5, pour relaisser un indirect. Des 5-1, par exemple. Donc vous avez quand même plein de choses qui vont laisser des frappes directes, avec cette soi-disant sécurité. Ça va être dur de refaire la prime, de faire les points 2 et 3, alors qu'il va bien falloir avancer. Et du coup, ce coup est moins bon, même si on parle que des chances de gain et qu'on mentionne pas le gammon. Hein. Même à DMP, il faut jouer l'autre, qui est très très supérieur. Donc voilà. Ne vous réfugiez pas derrière une illusoire sécurité. Et une fois encore, jugez concrètement ce qui va se passer. Double 3. Je frappe 2 et 3. Il rentre donc 6 et As. Bon, là, il n'y a pas trop à réfléchir. Encore une fois, un coup qui nous mettra en sécurité. Je le cherche péniblement dans la liste. Il est tout en bas. Un coup qui nous mettrait péniblement en sécurité comme ça. Voilà, c'est pas... Si vous voulez ne jamais gagner Bagamon, il faut jouer comme ça, quoi. Ne jamais gagner Gammon, pardon. Il faut jouer comme ça. C'est vraiment pas bien joué. Les risques sont quand même limités. Le type pour gagner, il faut qu'il fasse un 2. Que vous fassiez pas d'As. Qu'après il fasse un 6 et qu'il gagne encore la position résultante. On a plus de chances de faire Gammon hein, que qu'il se passe tout ça. Hein. Et le Gammon est cher. Le Gammon est cher au score. Ok. Gala. 5-3. Alors là, c'est un peu plus fin. On peut faire le point 2 et voir ce qui se passe. Ou on peut faire le point 2 et mettre un pion en prise au point As. Moi, j'ai choisi la deuxième option et il se trouve que c'était correct. En fait, on est assez pressé de faire la porte dans la mesure où on n'a pas une marge énorme sur le Gammon. Dès qu'il fait un As, il va commencer à rentrer ses pions, ça va être dur. Et puis, pour l'instant, il y a un pion qui traîne. Hein. Donc, s'il fait l'As immédiatement... On sera renvoyé par là-bas, ce sera pas mal. On va jamais perdre cette position, hein, pour essayer de gratter un deuxième pion. Et s'il fait pas l'as tout de suite, eh ben on va fermer la porte plus vite. Donc il y a que des avantages, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je me suis dit dans la partie, et c'était le coup correct. Gala, on rentre les pions, on ferme, et on fait un bear-off assez rapide. Ah oui, 5-1, c'est quasiment toujours celui-là. Là, vous avez 6-1, 5-1, double 6, double 5, double 4. Si vous jouez l'autre, vous avez double 6, double 5, double 4 quand même. 6-5, 6-4, 5-4. Donc vous avez 2 jets de plus qui ouvrent. Et en plus, vous avez un peu plus de problèmes à terme, en fait. Voilà. Et puis vous sortez un pion avec le bon jeu. C'est important pour le Gammon. Ok. 3-1. 5-3, je sais pas quoi, et comme mon adversaire est un fort joueur, il a sauvé le Gammon malgré mes double 6. Voilà. Nous entamons la 6e et dernière partie qui s'annonce passionnante. Nous entamons donc la 6e partie du match qui est la plus intéressante et je dois dire la plus mouvementée. J'ai ouvert par 6-3. Donc -3, -3, une fois encore, rappelez-vous le score, -3, -3, qu'est-ce qu'on sait sur -3, -3 ?
On doit doubler un peu plus tôt, on doit passer un peu plus serré, ce genre de choses. Hein. Pas besoin d'aller trop dans les détails au début, hein, mais ce genre de petites choses. Double 6, il m'écrabouille. Double 5, je réagis très bien. Je fais le point 10, inattendu. Et je vais là. Tout ça, ça a l'air d'être une position très calme. Mais 6-5, Jürgen fait correctement le point As. 3 As. J'ai pas trop le choix. 3-2, il fait le point 5. 6-2, je fais mon point 5. Ça, c'est assez trivial. 6-5. Alors là, c'est un coup très agressif. On peut jouer beaucoup plus calmement 13-2 en étant en avance à la course. Et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré de mettre comme ça tous ses pions en prise. Alors c'est vrai qu'il a un board de 3 en ayant fait le point As, donc on se dit le blitz. Mais d'un autre côté, j'ai pas rien pour me défendre. J'ai le point 5. Il était en avance à la course. Il avait le point 18 de fait. C'est un des préceptes de Michi que quand on a une ancre, on doit pas trop prendre de risques. C'est assez juste hein, comme truc. Voilà. Et puis concrètement, il laisse beaucoup trop de choses, quoi. Alors qu'il avait une bonne position. Bon, trop agressif de la part de mon adversaire. Bon, je suis tout à fait capable de jouer ce genre de coup, hein, cela dit. Hein. Faites pas dire quoi que ce soit de différent. 2 et 5. Je réponds par une des 1000 manières de frapper. Double 3, il répond par un joker. Frappe et ferme. C'était dur de la barre de frapper et de fermer. Voilà. 3 et 2. Alors, à mon tour d'avoir une décision... d'avoir une décision de... Frappe ou pas frappe. Grande problématique du backgammon. Certains répondent basiquement frappe, je frappe, hein, et puis on verra après. Et c'est pas un mauvais précepte en général. Mais alors, concrètement, ma réflexion a été assez simple. Hein. Je me suis dit, il a beaucoup de menaces. Hein. Des constructeurs qui pointent vers le 2, des constructeurs qui pointent vers le 4. Je vais me faire attaquer. Il faut faire diversion. Bon. Et de toute façon, avec tous les pions qui traînent, là, il y a beaucoup de gammon, hein, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de gammon. Je veux dire, si le board est fermé avec un seul homme à la barre et tout ça, on est gammon. Hein, enfin, il y a énormément de gammon. Bon. Cependant, si on joue le coup, j'allais dire tranquille, il est juste qu'il peut nous attaquer au point 2. 6-5, 6-4, 5-4, bon, ok, tout ça, ça existe. On peut encore faire un 4. Et c'est pas le meilleur point de son board. Ce qu'il a vraiment envie de faire, c'est le 4. Mais bon, ça serait grave. Mais il n'y a que ça qui est vraiment grave. Parce que s'il fait le 3, le 4, pardon, s'il fait le 4 avec 4-3, 4-2, je ne sais quoi, eh ben, d'une part, je suis pas à la barre, ce qui est quand même pas mal. D'autre part, ça laisse quand même des pions qui traînent. Je peux contre-attaquer sur le 3, je peux contre-attaquer sur celui-là, je peux sortir avec un 6 ou un 5. Voilà, d'une manière générale, sur presque tous ces coups, à l'exception de 6, 5 et compagnie, j'aurais des return shots, j'aurais du contre-jeu. Et donc, frapper dans une position où on n'est pas vraiment désespéré, en fait, et on est face à un board de 4, il a quand même plus de facilité à faire gammon en frappant le deuxième pion que sans. Hein. Et donc, c'était un peu mal joué de ma part. C'était même très mal joué. J'aurais dû jouer le coup calme. C'est très difficile, pour moi en tout cas, de jouer des coups statiques dans des positions dynamiques, de comprendre que le caractère statique de la position est important aussi. Hein. Bon. Ou alors de comprendre que la dynamique est plus compliquée que ce qu'on croit. Bon.
C'est pas juste il va m'attaquer donc je frappe. Hein, c'est trop simple. Bon. Ok. Alors, il a tiré 6-4. Et donc quand il tire 6-4, on se dit je suis vraiment un génie, il ne fait pas le point 2 grâce à mon coup, j'ai trop bien joué, machin. Bon, c'est de la chance. Il tire 6-4 et il joue donc la frappe au point 2, évidemment, hein, c'est trivial. 4 et As, j'ai pas 36 coups, je rentre et je joue un coup qui perd pas. Alors c'est évidemment très exagéré de frapper au 12, hein, avec le 3 qui traîne, les 5, les 6 en retour. Bon. Pas moyen de jouer un coup comme ça. Double 3, il fait le point 4 sur ma tête, c'est tout, ça se passe pas assez mal. 2 et As, un petit joker, je sors. Alors on peut envisager la double frappe. Mais bon, une fois encore, il a un board de 5, le méchant, hein, c'est bon. Je veux pas être gammon. Donc je vais pas jouer comme ça. Déjà s'il fait un 2, je serais malheureux, je veux pas en rajouter. Alors il continue à m'attaquer, c'est bien joué, bien sûr. Un gala, mais là, bon, il n'a pas de pion pour le fermer, donc j'ai quelques coups pour faire un 2. Et là, il tire la catastrophe, double 3, je suis content. Double 3. Et après ce double 3, il doit s'écraser. Il s'écrase. Et on obtient cette position. Et là, je me rappelle avoir longuement réfléchi à QB. Et je l'ai pas fait. Et c'est une erreur de ma part assez importante, en fait. Assez importante. C'était un cube assez fort. Alors évidemment, on a 25 points de retard à la course. On a un board de 2 contre un board de 4. Tout ça, ça existe. C'est des considérations qui sont pas sans importance. Cependant, on est quand même favori pour rentrer rapidement. On est favori pour rentrer au prochain coup, déjà. Tout de suite. On rentre en moyenne en 2 coups. Hein. Voilà. Et on va rentrer avant qu'il ait eu le temps de rapatrier pas mal de pions, normalement. C'est surtout ça qui compte. Et en fait, les perspectives stratégiques, les perspectives d'amélioration de la position sont de notre côté. Hein. Sa position ne va pas s'améliorer. Tout ce qu'il peut améliorer, c'est de ramener des pions. Mais il n'aura jamais qu'un board de 4. Et il manque pas grand-chose pour que... Si on rentre, en fait. Si on rentre... Est-ce que c'est pas déjà un pass? Imaginez que le pion soit là. Voilà, je vais le dessiner. Vous avez un joli pion ici. Et vous avez fermé cette porte, peut-être, j'en sais rien. Comment il va faire pour rapatrier ses pions sans se faire tuer? C'est pas possible, on contrôle tout l'extérieur, on a un bon board en formation. On craint pas d'être frappé, puisqu'il a un board, certes de 4, mais dévalorisé. Ouais. Surtout au score dynamique. C'était un gros double. Un gros double. J'ai tiré un méga joker, double 5. Faisant le point 3 sur la tête de mon adversaire. Et puis après, je joue 2 coups avec le 5. C'est vrai que je laisse le 2 en frappe, mais bon, comme j'ai déjà mentionné, c'est pas dramatique. Il a tiré 6-4. 6-4 qui permet d'ancrer. Et il n'y a pas de 6. Et là, la question se repose. Alors, c'est le genre de position très inhabituelle. On n'a pas l'habitude de ce genre de truc. On peut être tenté d'être paresseux. Bon, il a des encres, j'ai pas de menace. Je suis bien, mais bon, on va voir ce qui se passe. J'attends d'avoir une frappe pour doubler, blablabla. La course est proche. Bon, tout ça, c'est des bêtises. Ça me permet de dire une chose importante. Quand vous dites j'ai pas de menace, ici vous avez une menace dans la séquence qui suit. Pas dans le coup qui suit, mais dans la séquence qui suit. C'est très important de considérer que la prochaine fois que vous pourrez doubler, c'est après une séquence et pas après un coup. C'est-à-dire que non seulement vous allez jouer, mais votre adversaire va jouer aussi. Et votre menace, c'est pas que vous tiriez 6 et 1 ou je sais pas quoi, ou double 6, qui est pas très bon. Votre menace, c'est que lui tire 5 et 1. Ou 4 et 1. Ou n'importe quoi qui met 36 pions en prise. Et il y en a beaucoup, hein, parce que les 5 et les 4, si vous analysez la position concrètement, ainsi que certains 6, 2, 6, 5, 6, je sais pas quoi, 4, 6, vont devoir jouer depuis les encres, laissant pléthore de frappes. Et il n'a pas de board pour se défendre, le méchant. Ou il se défend assez maladroitement. Nous, au contraire,
on a un très fort board en devenir. Et on commence à penser qu'on peut faire gammon. Parce que quand il tire 5-1, il laisse 2 pions en prise, plus les 2 pions qui seront déjà dans le board. Donc, il y a du potentiel dans cette position. Et c'est donc un très très fort double. C'est donc un très très fort double qu'il ne faut pas manquer. Et que mon adversaire a pris un petit peu à tort. C'est une très très grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Je pense qu'avec plus de temps, on était tous les deux mal au temps à ce moment-là. Avec un peu plus de temps, mon adversaire aurait trouvé que, en lisant concrètement la position, qu'il fallait passer. Mais il a décidé de prendre une décision rapidement pour gagner du temps. Et c'était peut-être pas le moment de faire ça. Bon. Ok. Tirer 5-2. 3-2, il s'écrase encore plus. 3-1. Ok, faut jouer l'as, du point 3 au point 2 ou du point 2 au point 1. C'est pareil, ça change pas grand chose. 6-3, c'est pas son pire. Il joue au point 18. 6-4, bien sûr, j'attaque. On n'a pas peur d'être frappé en 3 ou je sais pas quelle bêtise. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant que j'y pense. 2 As, il frappe. 6-3, je planque parce que j'ai pas le choix, essentiellement. 5-2, il frappe. 6-3, je refrappe. Double As, il refrappe. Voilà, mais dans ces échanges, le truc, c'est que ces échanges étaient prévisibles, en fait. Quand on a vu le board s'écraser, etc. Et que dans ces séries d'échanges, les blancs sont énormément favoris, parce que les noirs n'ont pas de board. Hein. Moi, je vais jamais me faire primer. Voilà, lui, il va se faire primer. Il a plus de galas que moi à chaque coup. Donc les mauvaises surprises, elles vont arriver de son côté, pas du mien. En général, après, vous n'êtes pas à l'abri de faire 3 fois double 1 dans cette position depuis la barre. Hein. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Bon. 5 As, alors, le 5 est forcé, et l'As, on se diversifie. On peut remarquer que par rapport à un coup comme 13-12, qui ferait peut-être l'alternative, logique, alors déjà, on n'est pas content parce qu'on préfère garder le 6 dupliqué, c'est-à-dire que son 6 sert à sortir et il sert à frapper. Hein. Un détail important. Et puis surtout, qu'on soit à la barre ou pas, au prochain coup, on pourra attaquer à l'As avec des 4 et des 3. S'il nous frappe, par exemple, et qu'on tire 5-3, j'ai envie de frapper. Si on tire de la barre 5-4, j'ai envie d'avoir deux constructeurs pour fermer le point As, ou pour rattaquer s'il frappe. Enfin bref, on a du matos pour frapper, pour faire le point 3. Donc c'est un coup très très logique. Ce serait une grosse erreur de faire celui-là. Voilà. 5 et 3, il nous a frappé. 6 et As, je refrappe. 6 et 3, il rentre. Il rentre à chaque fois, hein, c'est pas normal. 4 et 2, j'attaque. On attaque toujours. Sans couvrir. Et on fait un petit gala. On peut fermer. Et voilà, je commence à avoir déjà 4 points dans ma besace. 6 et 4, ça fait 10. 10, c'est plus que 9. On a gagné le point pour l'équipe de France. Ça va pas se passer si simplement, hein, je vous le cache pas. Ah, c'est 5. C'est possible de rater cet octuple frappe. Alors si c'est 5, alors apparemment, je commande pas ça parce que c'est trop compliqué. Mais j'aurais dû suivre mon propre précepte et planquer ce pion. Planquer ce pion. C'est pas tellement planquer ce pion, c'est que j'amène un constructeur pour frapper au point As et je reste bien diversifié en arrière pour attraper celui-là. Et le fait de laisser un peu plus ou un peu moins de frappe n'a pas de signification particulière. Voilà, c'est pas la question centrale dans cette position, le nombre de frappes. Hein. Parce que le nombre de frappes, il a un board de 3, nous on a un board de 5. C'est pas lui qui va gagner. Hein. Bon, c'est pas une raison pour laisser une triple frappe directe. On craint un petit peu les doubles frappes. Hein. On fera des demi-galas assez souvent. Mais bon, là c'était pas l'enjeu franchement. Hein. Donc c'est une erreur de ma part que j'aurais pu éviter. 5-4, il planque son pion. Si j'avais pas enlevé mon pion du point 4, j'aurais un retour de shot avec le 4. Hein. Plus des retours de shot avec le 3. Bref. 6-5, je fais un peu ce que je peux. 3-2, il planque. 3, j'attaque, bien sûr, faut toujours attaquer. Board de 5 contre board de 3. Il frappe. Je fais gala. Ça arrive une fois sur 4, hein, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas dramatique, même le gala est pas dramatique. Voilà. Double 2, il pousse ses pions. 6-2, 4-3, 6 As. Ah, et là, bien sûr, ceux qui ont vu ma dernière vidéo, la blunder de la semaine numéro 3, connaissent le coup. Et
puis les autres le connaissent aussi puisque j'ai oublié d'enlever les flèches le coup d'avant. Il faut bien sûr faire le banana split. Alors en fait, il n'y a pas un gros écart avec le coup qu'on va qualifier de normal. C'est dû au fait qu'il puisse pas si facilement que ça planquer ses pions. Mais c'est tellement plus élégant, c'est tellement plus sympa de faire le banana split. Hein. On frappe, il garde tout en prise. On menace de tout refermer, d'avoir 3 pions contre board fermé. Alors voilà, juste pour être clair, si le type a un pion contre board fermé, bon, moi je mentionne pas le fait qu'il puisse faire des 6 et éventuellement gagner, ça peut arriver, mais bon. Si le type a un pion à la barre contre board fermé, on a des chances de gammon négligeables. Hein. Si le type a 2 hommes à la barre contre board fermé, on a 40% de gammon. Et si le type a 3 hommes à la barre contre board fermé, ce qu'on espère, on a 75% de gammon. Hein. Voilà des chiffres à connaître qui vous donnent l'idée de à quel point c'est important de frapper les pions en plus. Hein. Et gammon, c'est le match, hein, plutôt que d'être à -1, -3, et qu'il ait encore 25% de chance de gagner le match. N'est-ce pas? Bon. Surtout contre des joueurs de cette expérience, bon, ça devrait pas entrer trop en ligne de compte ici, hein, mais des joueurs qui ont le mental, ils vont pas se désagréger parce qu'ils sont menés -1, -3 Crawford. Bon. Bref, on frappe, c'est joli, c'est super, c'est sympa. Blam. Blam, blam, blam. AC3. Il nous refrappe. On refrappe. Il fait gala. Il faut bien qu'il fasse gala de temps en temps. Il fait gala presque une fois sur 2. C'est la loi. 4 et As. On fait le point As. On pourrait être tenté par la double frappe. Ça pourrait être le cas dans d'autres circonstances avec seulement 2 hommes à la barre et pas 3. Mais là, le truc, c'est que de toute façon, après 4 As, comme ça, il a très peu de chances de s'échapper. Et en fait, en jouant l'autre, on lui donne quelques espoirs de faire 2 As consécutifs. Par exemple, il fait un As, on rentre mal, et hop, il ancre. Ou de faire un 2, de faire double As déjà, etc., etc. De faire un 2 suite d'un autre 2. Bon. Donc pour le gammon comme pour les chances de gain, c'est mieux de frapper et de faire la porte. On a le temps de l'attraper. Hein. On va bien dans les 3 ou 4 prochains coups faire un 4 ou un 2. Il y en a marre. Gala, je sais pas quoi, il rentre. Double 6, on frappe évidemment. Et on amène des constructeurs. 5 et As, ok. Alors j'ai joué l'As ici pour diversifier, pour que ça soit pas le 4 qui frappe ici et qui frappe là-bas. Bon, ok, c'est du détail. Hein. Il rentre et il frappe. Gala. J'ai dit qu'on en était sûr de l'attraper, on l'a pas attrapé. Vous avez remarqué. Double 3, 6 et 5. Alors 6 et 5, il y a des coups qu'on regrette au backgammon. Il y a des coups dont on a honte. Ça, c'est vraiment lamentable. J'ai jamais vu une position où l'adversaire a 3 portes comme ça, on a tout le board pour nous, et on met le truc au point As. C'est à peu près l'équivalent si vous jouez au tennis, vous avez tout le coup tout le cours pour faire un smash ou une volée machin, l'adversaire s'est déporté sur la droite et vous décidez de lui passer la balle du côté où il est. C'est à peu près l'équivalent. Jamais mettre un pion sur le point As dans ce genre de position, c'est juste lamentable. C'est juste lamentable. Il faut bien sûr amener des constructeurs, se préparer au moment où il va sortir, à l'attaquer. Et la frappe, c'est pas grave du tout. C'est pas ça le point central dans la position. S'il frappe, on aura 1000 occasions de l'arrêter. Voilà. Donc c'est un coup vraiment très très mal joué. J'invoque un peu la pression du temps, mais j'invoque surtout le fait que j'étais stressé, que j'ai pas l'habitude de jouer des championnats du monde par équipe. Voilà. C'est lamentable. Donc, après ce coup lamentable, c'était lamentable, je sais pas si vous avez remarqué. On continue, je tire 5-3, je m'étale, pourquoi pas, 4 et 2, 3 et 2, je contrôle un peu l'espace. Évidemment, on fait pas des portes, on fait pas des trucs, on étale ses pions, surtout qu'il y a le pion qui traîne dans son board. Donc même si on est frappé en indirect, on a une chance de refrapper. 6-5, il nous frappe. Évidemment, je tire le 5-4. Et là, comme j'adore les banana split, j'ai vu l'occasion de faire un nouveau banana split. Bon.
il se trouve que cette fois, c'est pas correct. Alors, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Première question. Et deuxième question, pourquoi c'est pas correct? Alors, ce qui m'est passé par la tête, c'est que si on joue un coup normal, donc on va rentrer en 21 pour être loin du truc, et on va jouer 11-6. Donc on obtient cette position. J'avais l'impression qu'il avait quand même beaucoup de chances de planquer le deuxième pion, et que mes chances de gammon, ça me nuisait. Non seulement mes chances de gammon, mais même je commençais à avoir peur qu'il puisse gagner. Déjà, il y a quelques jokers. Je sais pas, il tire 6-5. Il tire 6-3. Bon, alors je suis favori, c'est pas la question, mais il a la course pour lui. Il peut très bien continuer à jouer. Bon, je me rends compte en le disant que c'est largement illusoire. Il est quand même pas favori pour gagner, même après ce genre de truc. Mais après 6-5, je peux l'attendre au tournant. Mais bon. C'est donc assez mal joué. Et surtout, le problème, c'est que quand vous faites un banana split, c'est important d'avoir des possibilités de refaire le board. Et là, il faut bien reconnaître que si frappe en 6, je vais avoir beaucoup de mal à refaire mon point 6. Et par conséquent, à gagner gammon, parce qu'on gagne difficilement gammon sans un board plein. Aussi, s'il fait rien, s'il fait un 2 ou s'il fait gala, c'est pas évident non plus de comment je vais faire mon 6. C'est pas le pire scénario. Bon. Mais bon, le raisonnement est pas complètement débile. Une fois sur deux, il fait gala. Quand il frappe, on peut refrapper. Mais bon. Mais il se trouve que là, c'est un peu difficile à analyser. C'est le genre d'erreur que je pourrais refaire, pour être tout à fait honnête. C'est pas si facile à comprendre. Mais un de mes coéquipiers, Alexis, m'avait dit le truc, c'est que pour refermer tes portes, c'est pas évident. Il avait critiqué sans connaître la réponse de l'ordinateur ce coup en me disant écoute, même s'il fait rien, si tu tires pas de joker, on voit pas comment tu vas refermer tes portes, c'est pas évident. Voilà. Et même si j'arrive à fermer une, la deuxième, j'aurai qu'un constructeur, etc., etc. Si je tire un 4, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer 6-2? Probablement, mais bon. Voilà. Alors, au rayon des bons coups, on pouvait jouer comme ça, donc. Ou comme ça. C'est plus... ça, c'est le coup normal. Restant à bonne distance. C'est bien d'aller au 21 parce qu'on a une plus grande marge pour attraper ce blot, là, enfin, ce pion qui circule. Si tire, je sais pas, moi, 4 et 3, 5 et 3, je sais pas. On reste un peu plus loin. Sur 4 et 3, remarque, je préférerais avancer, mais... bref. On reste un peu plus loin, c'est mieux, et on amène des attaquants sur le point 2. Bon. Ok. Il a fait gala, Et bien entendu, je tire 5-3. Je tire 5-3 et je suis heureux comme un pape. Voilà comment on devient grand maître. C'est en tirant 5-3 dans ce genre de position. Si vous n'êtes pas capable de fermer le board quand il n'y a qu'une seule combinaison qui le ferme, vous serez pas grand maître. Voilà. Ok. Gala. J'attrape le deuxième. Tout est fini. 6-1. Je lâche le double 6, mais c'est pas grave. J'avais pas le choix, je crois. 3-2. Double 3, je sors un pion. Je sors 2 pions. Bon, là, je vais faire gammon quand même. Je suis favori pour faire gammon à ce moment-là. 6-1. Ça commence à craindre. Je sors 2 pions. Ok. C'est une légère erreur. Apparemment, il faut jouer ça. Bon. Ok, l'erreur est pas énorme, 0,26. Bon. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas tellement la frappe immédiate qui est grave, c'est que dans les prochains coups, il a 2 hommes à la barre et pas un, donc il aura pratiquement toujours un homme à la barre au prochain coup. Dans les prochains coups, on va avoir du mal à le fermer. Il faut bien tirer, quoi. Si on tire 6-4, on le ferme pas. Si on tire 5-4, on le ferme pas. Si on tire, il faut tirer un 3 quelque chose et encore pas... Ouais, tous les 3 fermés. Il y a que les 3 qui ferment, en fait. Ou des 4-2, ou des 2-1, mais on va
Voilà, la plupart des trucs ferment pas quand même. Voilà, c'est le problème. On laisse beaucoup de frappes subséquentes. Ok. 6-5. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je vais pas arriver à cacher mon truc. Double 5. Et bien entendu, il frappe au dernier moment. Putain, mais comment je vais faire pour faire gammon? Comment je vais faire pour faire gammon? C'est terrible. C'est terrible. À moins. 4-2. Putain, il va m'intercepter. Il faudrait que je fasse attention. Il faudrait que je tire double 6. Et voilà. Et après double 6 qui sort un pion. C'est quand même sympa. Hein. Après double 6 qui sort un pion. Même s'il tire double 6, il est gammon. Et gammon donne le match pour moi-même et pour l'équipe de France dans ce match, l'opposant à la Suède. On a marqué donc ce point. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez remarquer encore qu'on finit avec pas beaucoup de temps à la pendule et qu'on joue encore avec le masque à cette époque-là. Je suis très intéressé par vos retours. Est-ce que ce type de format vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, tous ces trucs-là. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, ne faites pas trop de blunders.